Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, avec nous et avec Philippe Gérard et la chapelle musicale de Tournai, Denis Lavant et Alain Badiou qui va nous rejoindre dans un instant. Ce que vous allez entendre ce soir, ce sont 3 scènes imaginaires composées par Alain Badiou, mais écrites par Nietzsche et par Wagner, puisque c'est un montage à partir des extraits de leur correspondance. Une correspondance qui s'échelonne entre 1868 et 1876. Une correspondance, vous allez vous en rendre compte, assez tumultueuse, et donc nous allons suivre ces échanges qui seront évidemment parsemés de moments de musique interprétés par l'orchestre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne écoute. Merci. Nous sommes le 27 octobre 1868. J'ai donc 24 ans. Je suis venu ici pour entendre une œuvre de Richard Wagner. Je n'ai pas pour ce musicien une admiration sans borne, mais enfin, il y a en lui quelque chose d'intéressant. Il écrit trop, peut-être, ce Wagner. Songez qu'il a déjà fait représenter 5 grands opéras. Le morceau que je désire entendre aujourd'hui, avec vous, chers amis de Tournai que je ne connais pas encore, est l'ouverture de son 6e opéra, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Concentrons.
Eh bien, cela est magnifique. Cela est d'une force et d'une variété saisissante, n'est-ce pas? Je peux vous le confier, il y a longtemps, très longtemps, que je n'avais pas eu comme à l'instant la certitude d'être, pour ainsi dire, au-delà de moi-même. La beauté, voyez-vous, l'art, c'est la seule chose qui se situe au-delà du bien et du mal. Je vous le dis, et je vais le lui dire, Richard Wagner est un génie. Désormais, je vais ranger Wagner avec un autre penseur de mon panthéon personnel, un penseur dont Wagner s'inspire du reste, dont il est très proche. Je pense évidemment à Arthur Schopenhauer. Tous les deux ont vu les limites de la raison et la puissance de la vie. Tous les deux sont dignes de la grande pensée grecque. Mais laissons le temps confirmer mon intuition vitale. Bonjour, jeune homme. Le temps a passé, n'est-ce pas, excellent ami? Nous sommes, je crois, le 22 mai 1869. Et en 6 mois, nous sommes devenus très, très proches. Oui, c'est cela, nous sommes devenus 2 amis très, très proches. Avec ma femme, Cosima, je vous reçois chez moi, dans mon intimité, parce que vous, n'est-ce pas, vous, le pauvre philologue errant, vous n'avez pas de chez vous. Vous vivez sous le parapluie de votre pensée. Mais, très vénéré monsieur, je suis plus proche de vous que le plus proche de vos proches. Je me suis aperçu le soir même où j'avais été transporté par votre ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg d'un point capital pour l'avenir de notre amitié. Tous les gens que j'ai rencontrés et qui prétendent vous admirer ne comprennent en vérité rien à votre personnalité. À votre personnalité comme totalité, bien entendu. Ils ne sont nullement en état de percevoir le grand courant, aussi éthique qu'unique, qui rassemble en un tout votre vie, vos écrits et votre musique. Ils ne perçoivent pas en vous et autour de vous l'ambiance d'une vision du monde bien plus réelle, bien plus émotionnelle, qui fut celle des vieux Allemands. Même vous, cher maître, avez-vous une claire conscience de la vision que vous incarnez? La vision du monde que nous avons perdu, nous, malheureux Allemands de la décadence, dans une subite catastrophe due à l'action conjointe d'une incurable faiblesse politique, en même temps que d'un sérieux paquet d'inepties philosophiques. Mais cependant, toutefois, supposer en moi une ignorance de moi-même, je ne sais pas, c'est très, je ne sais pas quoi. Mon expérience, très vénéré maître, est sur ce point sans appel. Car c'est à vous et à Schopenhauer que je dois d'être, jusqu'à ce jour, resté fidèle en ce qui concerne la vie, à l'esprit de sérieux germanique, à la réflexion profonde que notre peuple a menée sur notre existence si étrange et si déconcertante. Si vous le dites, très cher ami, je ne vais pas discuter avec vous si
le seul sujet de la conversation est moi-même. Mais puisque maintenant nous sommes, comme vous le savez, n'est-ce pas, le 3 juin 1869, je vous dis, venez chez moi quand vous voulez. Par exemple, samedi après-midi, et puis vous restez dimanche, et vous ne partez que lundi matin. Vous passez toute la journée chez moi, et vous allez dormir dans l'auberge Tripschen. Eh bien, Pater Seraphicus, je formulerai à cette occasion un vœu tout à fait exceptionnel, que les choses restent ce qu'elles sont. Oui, je souhaite, comme il est dit dans la deuxième partie du Faust de Goethe, que reste l'instant qui passe, ne fût-ce qu'au nom de sa beauté. Mais surtout, restez ce que vous êtes aujourd'hui, celui qui dit qui je suis. Moi, Richard Wagner. Mais bien sûr, celui qui en même temps dit qui il est, lui, le jeune homme nommé Friedrich Nietzsche, le jeune Allemand, qui sait ce qui importe vraiment au niveau créateur, au niveau spirituel. Jusque-là, je n'ai guère connu d'expérience heureuse, vous savez, avec mes compatriotes, les Allemands. Vous devez sauver ma foi vacillante en ce que, avec eux, de quelques autres de même calibre, je nomme la liberté allemande. Vous préparerez pour mon fils le renouveau de cette foi. Votre fils, est-ce que, madame, votre compagne vénérée, au pied de qui je dépose mes vœux de bonheur les plus assurés, est-ce que la naissance, un fils, Cosima, Ariane? Mon fils sera né le samedi 5 juin, quand vous serez chez moi. Nous l'appellerons Siegfried. Et voici le morceau par lequel je saluerai à Noël de l'année prochaine l'anniversaire de ma si chère Cosima. Cosima, fille du grand Liszt et mère de notre fils Siegfried, dans les veines duquel circule donc le sang de deux immenses musiciens. Ce morceau de musique a pour titre Siegfried Idylle.
C'est pas mal, hein, non? Je sais aussi faire de la musique de tendre, n'est-ce pas? De la musique de chambre, n'est-ce pas? Vous avez dit de moi, et j'en suis très fier. Restez philologue, mon cher Nietzsche, en vous laissant au cœur de vous-même dirigé par la musique. Vous êtes sans nul doute, mon cher Wagner, le chef d'orchestre qui dirige cette musique qui est mienne. En écoutant ce Siegfried Idyll, je me souvenais de ce que vous m'avez enseigné. S'il est bien dirigé, même un morceau moyen peut faire une impression satisfaisante. En quel sens l'entendez-vous? Il en va de cette phrase comme de tous mes textes présents et à venir. Lisez-les, entendez-les, comme s'il ne s'agissait pas de vous et comme s'il n'était pas de moi. Il n'est pas bon de parler avec des vivants de phrases ou de livres tels que je les ai risqués. Il faut réserver cela aux enfers. Vous me surprenez, franchement, hein. Et j'espère que vous allez dissiper cette surprise. Serait-ce que la philologie, duègne et grisonnante, comme dit Goethe, a pris les rênes de votre conduite? Mais enfin, je n'ajoute pas un seul mot, car pour moi, vous êtes devenu un peu énigmatique. Chers amis, nous sommes le 4 juin 1870. Une année dure, mais féconde, en richesse intérieure. C'est achevé pour moi. Et une autre a commencé, et me voici toujours aussi riche en bonheur intime. C'est que je suis né sous le signe du taureau, et donc sous la maxime qui persévère réussit. Je vous la recommande. Je vais bientôt épouser officiellement la mère de mon fils, ma si chère Cosima, et nous allons bientôt aussi baptiser non moins officiellement notre fils Siegfried. J'ai fait 4 semaines de guerre contre les Français. Moi, Nietzsche, je n'y étais pas obligé. J'ai renoncé à la nationalité allemande, mais j'ai été volontaire, oui, au nom de ce que l'âme allemande détient sans le savoir. On m'a nommé infirmier. Vous avez devant vous Friedrich Nietzsche, le prince des infirmiers, le sérieux philologue des plaies purulentes. Oh, cher ami, en ce 11 septembre 1870, vous m'avez l'air défait, absent. Je ne saurais donc insister en ce qui me concerne sur le moment bien heureux qu'a été mon anniversaire, et qui demeurera dans mon souvenir aussi longtemps que je vivrai. Pour mon anniversaire, j'ai pu jouir d'une mixture de sensations en effet inoubliables. Ma marche d'honneur, jouée par une cinquantaine de soldats en uniforme, tout l'escalier couvert de fleurs, et le roi Louis II de Bavière, mon inlassable protecteur, me faisant cadeau d'une jument, pour que je puisse, telle Brunhilde, chevaucher les plaines allemandes en compagnie d'un dieu. Vous me semblez terriblement affecté, désolé. Je ne peux que vous dire, soyez gai. Soyez-le à la manière de nos anciens Grecs, et non à celle qui est aujourd'hui à la mode. Je vois que votre famille, au milieu de la guerre contre la France, et dans l'orage des fusillades et canonnades qui sont le lot de nos troupes, oui, votre maisonnée est établie et solidement fondée.
Madame, votre épouse, si chère à mon cœur, m'a écrit sur toutes ces fêtes de façon limpide et sacrée. Mais moi, en tant qu'infirmier dans les camps de l'orage, j'ai dû soigner tout seul. Dans un wagon à bestiaux, 6 de nos soldats blessés, criblés de balles et atteints de diphtérie. J'ai fini par accompagner mes blessés dans un hôpital militaire, mais je suis aussitôt tombé moi-même malade, forte dysenterie et diphtérie sérieuse. Dieu du ciel, cher ami, mais je vous vois là, devant moi. Nous avons combattu avec l'énergie du désespoir ces 2 maladies infectieuses et nous avons vaincu. Tout comme nos vaillantes troupes ont balayé la morgue des Français. Ah, du fond de ma présente faiblesse, je ne dirai rien de la grande épopée victorieuse des Allemands. Elle est un signe de feu sur le mur, un signe que tous les peuples, sans exception, peuvent comprendre sans difficulté. Et que me direz-vous quant au lien entre le drame musical que j'invente et la tourmente guerrière? Mes prochaines paroles seront pour Madame votre épouse vénérée, car c'est à ses pieds seuls que je dépose mes vœux de bonheur sans fin. Au petit Siegfried, fils de Liszt et de Wagner, désormais baptisé, je dis « Bonne chance, mon garçon !» Et à vous, je déclare que soit solide l'avenir de votre maisonnée. C'est donc seul, sans votre avis éclairé de jeune philologue, que je mettrai en musique la gloire des armes allemandes. Écoutons. C'est ma marche triomphale, hein, écrite par moi pour célébrer la victoire allemande et la création du Reich. Alors, jeune ami, jeune guerrier, que pensez-vous de ce morceau? Ce que j'en pense... Eh bien, ma foi... Avez-vous entendu sur le même sujet ce qu'a fait Johannes Brahms? Ça n'est vraiment pas mal. Oui, d'accord, mais ma composition, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, j'en pense quelque chose. Mais écoutons Brahms. C'est vraiment pas comparable tout de même, hein? Comme vous le dites, mon très vénéré maître,
aucune comparaison. Nous sommes d'un seul coup à la fin de 1871. Nous sommes même le 2 janvier 1872. J'ai mis au point un livre saisissant, fondateur. J'y ai en fait fixé la vraie philosophie de la musique de Wagner. Je suis maintenant à même de penser totalement et avec la plus achevée des jouissances la nécessité musicale de Wagner, dont Wagner lui-même a l'instinct, mais non la vraie pensée. Le livre s'appelle « La naissance de la tragédie ». Je montre pourquoi la renaissance de la tragédie, le retour chez nous de la création grecque de la tragédie, le retour allemand d'Eschyle et de Sophocle, ne pouvait être que dans la forme du drame musical. Le drame musical wagnérien. J'y ai écrit, par exemple, ceci. Gardons-nous de croire que l'âme allemande a perdu pour toujours sa patrie mystique, quand elle comprend si distinctement encore les voix d'oiseaux qui parlent de cette patrie. Un jour, elle s'éveillera à la fraîche aurore qui suit un sommeil matinal. Alors, elle tuera les dragons, elle anéantira les nains perfides et réveillera Brunhilde. Et la lance de Wotan lui-même ne pourra lui barrer le chemin. Vous voyez, comme je fais de tout Allemand, et disons-le généreusement, de tout Belge, voire même de tout Français, une sorte de héros comme Siegfried. Écoutons, comme s'il s'agissait de nous-mêmes, la musique tragique par excellence, celle qui ne parle que de la vie, celle qui par conséquent s'illustre de façon à la fois déchirante et glorieuse dans l'expérience de la mort.
Vous écoutez là comment la douleur est aussi la plus haute preuve de la vie. C'est suave, c'est prenant comme un mythe lavé à neuf, non? J'ai une fois écrit à Wagner quelque chose dans ce genre. Seul celui pour qui, personnellement, Isolde a chanté la mort peut comprendre ce qu'est le génie tragique. Mais là, je cherche l'inspiration pour dédicacer mon livre « La naissance de la tragédie » à Wagner. J'avais d'abord écrit ceci: « Devant vous, mon vénéré maître et ami, je ne saurais dissimuler l'aveu que tout ce que je dis dans ce livre de la tragédie grecque, vous l'auriez dit plus clairement et de façon plus convaincante. Mais, voyez-vous, je trouve que là j'exagère. Je fais la cour à Wagner de façon un tout petit peu humiliante. Après tout, ma pensée sur la tragédie grecque ancienne et le drame musical contemporain, non seulement il ne l'a pas dite de façon plus convaincante que moi, mais il ne l'a pas dite du tout. Il faudrait aussi que je lui fasse sentir que je suis jeune. Je n'ai que 28 ans après tout. J'ai tout un avenir créateur devant moi, alors que lui, il est à son apogée. Il a déjà 59 ans, il ne fera sans doute pas mieux que ce qu'il a déjà fait. Je pourrais par exemple lui écrire, plus tard, je pourrais encore faire nombre de choses supérieures dans le temps de mon accomplissement. Ce serait plus franc, plus vivant. En tout cas, j'ai trouvé ma formule finale. D'abord, les vœux obligés pour la prospérité de Wagner et des siens, ma gratitude extrême et ainsi de suite. Et puis, juste à la fin, pour tout cela, je suis qui j'ai été et qui je serai. Voilà ce qu'il faut dire à Wagner à propos de ma naissance de la tragédie. Moi, Nietzsche, parce que j'ai été avec fermeté et en capacité créatrice celui que j'ai été, alors, bien au-delà, je serai celui que je serai. Allez, écrivons la lettre à Wagner qui accompagnera le livre éternel dont le titre est « La naissance de la tragédie ». Vous savez, ma femme a écrit des choses vraiment exagérées sur la naissance de la tragédie de Nietzsche. Un très beau livre, un très beau livre. Mais il y aurait quand même de quoi être jaloux. Ma Cosima envoie à Nietzsche des formules romantiques du genre, je cite la lettre que j'ai lue par-dessus l'épaule de ma Cosima Azoré, là, ce livre est une composition poétique qui m'apporte enfin une réponse à toutes, je dis bien toutes, les questions inconscientes qui habitent les tréfonds de mon âme. Ça n'a aucun sens. Ah, les femmes! Quelle exagération, les femmes! Ah ben le voilà, ce coquin. Cher ami, votre livre est ce que j'ai lu ces derniers temps de plus beau. C'est si important que je dois bien calmer mon esprit pour enfin lire ce livre avec l'attention qu'il mérite. C'est ce que n'a pas su faire Cosima. Elle l'a à peine feuilleté et hop, elle vous écrit des lieux communs flatteurs. Considérez ce qu'elle vous a dit ou vous dira sur votre magnifique livre comme sans importance, n'est-ce pas? Sans valeur pour tout ce qui touche au fond de la question. J'ai reçu la lettre dont vous parlez. Je garde mes impressions pour votre épouse vénérée, cher maître. Je vais lui répondre très prochainement et longuement. Fin de la scène 1. Scène 2. Le temps de la création de Bayreuth. Au début de cette scène 2, chers amis spectateurs de Tournai,
Nous ne sommes pas encore loin du temps où se jouait la fin de la scène 1. Nous étions alors le 2 janvier 1872 et nous sommes en effet seulement le 24 janvier. C'est que d'importants événements surviennent, s'accomplissent dans la cadence inventive du temps. Par exemple, s'agissant de la création de Bayreuth, d'un temple pour la recréation du mythe tragique, c'est-à-dire pour le drame musical tel que je le pense et tel que vous, cher maître, le fabriquez, il semble que, en ce début d'année, le moment soit venu de tendre l'arc après qu'il soit resté longtemps la corde détendue accrochée à un clou. C'est sur vous que tout repose pour l'instant. Je ne puis que vous demander de me dire en toute sincérité si je peux être au moins le confident, le second, le lieutenant, voire le guide du capitaine que vous êtes pour ce grandiose combat où va se créer la scène du drame musical. Festival de Bayreuth, cérémonie perpétuelle en hommage à la renaissance de la tragédie. Vous me dites, si j'ai bien compris, qu'on pose la première pierre du temple dans quelques semaines? Ne m'en parlez pas. Pour ce qui est du côté pratique de mon activité, Bayreuth a été la plus grande découverte instinctive. Tout est en ordre, tout est comme je le souhaite. Mon règne est proclamé. Demain, je dis bien demain, je dois organiser la 9e symphonie du maître allemand Beethoven. C'est prévu pour le 22 mai, vous vous rendez compte, hein? Ce jour-là, on pose la première pierre du Fischspielerhaus, du temple pour la nouvelle musique, et au moment où cette première pierre heurtera le sol, on entendra les premières notes du chef-d'œuvre de Beethoven, comme prélude à la création du domicile permanent qui abritera désormais les tragédies musicales.
me souviens, très vénéré maître, de quand m'est arrivé il y a 2 ans votre essai sur Beethoven. C'était après le long silence et la longue absence provoquée par la guerre. Rien ne pouvait m'arriver de plus réconfortant que cet échantillon de votre philosophie de la musique appuyée sur le meilleur de la musique allemande. Que ce fragment nous rappelle ces temps où j'ai écrit la vision dionysiaque du monde. Ces temps où, m'appuyant sur vos créations, j'entrais dans le domaine sacré de la vision tragique du monde. Merci, cher ami. Nous sommes en juin 1872, n'est-ce pas? Et il y a quelques semaines, on a posé à Bayreuth, aux accents beethoveniens, la première pierre de notre temple. Vous en avez gardé, je vois, un sensible souvenir. Merci. Il faut que je devienne plus mûr et que je parvienne à m'enseigner moi-même. Quelle admirable intention! Mais puis-je atteindre un but aussi élevé dans la solitude totale où je me trouve? On condamne ma naissance de la tragédie à l'unanimité. Même ceux qui me connaissent ne peuvent faire mieux que manifester leur pitié pour ce qu'ils espèrent être une provisoire absurdité. Un professeur de philologie à Bonn, un homme estimable, a tout simplement confié à ses étudiants que mon livre était, je le cite, un pur non-sens, et qu'on ne pouvait absolument rien en tirer. On m'a raconté le cas d'un étudiant qui voulait d'abord venir à Bâle, où je suis professeur, et qui, finalement, admis à Bonn, a écrit à un de ses parents à Bâle qu'il remerciait Dieu d'avoir été refusé dans une université où enseigne un type comme Nietzsche. Je ne peux dès lors souhaiter que d'être seul, très haut, dans la montagne. Quel drôle de type. Imaginez un peu. 2 ans ont passé, nous sommes le 6 avril 1874, et nous avons déjà, Cosima et moi, aménagé notre maison à Bayreuth en y préparant un logis pour lui. Pendant l'été, un logis pour l'ami Nietzsche. Un logis comme personne ne m'en a jamais proposé, hein, quand j'errais en Europe, après l'échec de la révolution de 1848 à Dresde. Et puis le voilà qui annonce avec de suspectes précautions qu'il va passer l'été absolument solitaire dans de très hautes montagnes. Ça sonne tout de même comme le refus à peine poli d'une invitation de notre part. Mais enfin, cher ami, cet été, il va se passer des choses formidables à Bayreuth. Bien sûr, l'ouverture est pour l'été 1876 dans 2 ans, mais je vais faire passer un examen à tous les chanteurs de ma tétralogie. L'anneau des Nibelungen, le décorateur va commencer à peindre, les machinistes vont préparer le plateau. Vous et moi devons être là, corps et âme. Pour qui marche difficilement sur des chemins obscurs et inconnus, comme je fais. C'est sans doute un grand bonheur d'entrevoir la clarté, comme je l'ai fait grâce à vous. Même si entrevoir la clarté n'est pas encore se tenir en pleine lumière. C'est la raison pour laquelle je ne peux vous vénérer autrement que comme un père. Quand en solitaire je fête votre fête, sachez que je fête en même temps ma naissance. Si vous ne pouvez vraiment pas pendant cet été, venez absolument en 1875. Pendant l'été 1875, il y aura même déjà des répétitions générales avec l'orchestre. Vous entendrez, vous pourrez critiquer l'exécution de choses vraiment nouvelles, comme ce que notre orchestre, là, va jouer devant vous. De la musique qui enchante la mort du héros tragique. C'est fait pour vous, Nietzsche. La marche funèbre de Siegfried dans le crépuscule des dieux.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est héroïque et funèbre, ou l'un ou l'autre, ou aucun. Cet été ou le suivant, ou encore le suivant, il se peut que je passe à Bayreuth, mais ce ne sera pas du tout pour suivre votre cordiale demande, ce sera pour m'y soustraire. Pour le moment, je dépends un peu trop de l'avancement de mes propres travaux, de ma pensée et de son résultat. Je ne connais pas mon avenir 15 jours à l'avance. J'ai un nid plein d'œufs à couver. Fertilité oblige, dit la chatte quand elle va faire 13 petits. Alors, cher maître, gardez ce qui est à vous et faites-nous aussi présent de ce qui est à vous et qui, malheureusement, n'est pas encore à nous, à savoir l'implacable volonté de vaincre. Ah, mon Dieu, comme vous êtes sombre et nerveux. Épousez donc une femme riche et composez un opéra. Tout ira mieux. Un opéra très très difficile à monter, à représenter, un opéra impossible à monter. Voilà avec une femme riche ce qui pourrait engendrer le nouveau Nietzsche. Quel Satan, au lieu de tout cela, a fait de vous un pédagogue. Et finalement, venez vous détendre et vous soigner dans votre bon logis de Bayreuth, tout de suite et pas dans 3 ans. Parfois, il me semble que, regardant votre vie, j'ai toujours le sentiment d'un devenir dramatique un peu suspect, après tout. Comme si vous étiez à ce point homme de théâtre que vous ne puissiez vivre autrement que sur la scène, et en tout cas que vous ne puissiez mourir qu'à la fin du 5e acte. Chez vous, comme chez l'acteur, qui soutient absolument son rôle, tout devient nécessaire, et comme coulé dans le bronze, comédien éternel. Mais nous autres, les humains, nous vacillons toujours un peu. Aussi, vénéré maître, restez comme nous ne sommes pas. Où est-il? Mais, mon cher Friedrich, on est tout de même au printemps 1876. L'inauguration du festival de Bayreuth, la création de ma tétralogie, l'anneau des Nibelungen, sont en quelque sorte suspendues ici, dans l'agitation et l'incertitude. Hier, dans le restaurant dont la construction vient d'être achevée, juste à côté du théâtre, quelqu'un a levé son verre à la gloire de ma gloire. Ma gloire que le festival va certainement, année après année, gonfler démesurément. Et je lui ai répondu que je trouvais tous les jours bien des cheveux dans ma gloire. Et il m'est venu juste après l'idée de demander très brusquement à mon cocher pourquoi il ne me félicitait pas. Ah, tout ça est terriblement difficile. Et tous les employés du théâtre ont une peur terrible de moi, hein, comme si j'étais le diable. Mais justement, à propos de votre entreprise festivalière, j'adresse à madame, votre épouse, un exemplaire de la 4e de mes hymnes actuels, titré « Wagner à Bayreuth ». Mon travail d'écrivain a en général des conséquences désagréables. En particulier, chaque fois que je publie un livre, quelque chose dans mes relations personnelles se trouve sérieusement mis en question. C'est pourquoi, cette fois-ci, je vous adresse une supplique. Voici le livre. Lisez le texte. Wagner à Bayreuth, comme s'il ne s'agissait pas de vous, Richard Wagner, et comme s'il n'avait pas été écrit par moi, Friedrich Nietzsche. Voyons cela.
La force poétique de Wagner revient à ceci. Il pense en fait visible et sensible et non pas en concept. Il pense d'une manière mythique, comme a pensé le peuple tout au long des siècles. Le mythe ne repose nullement sur une pensée. Le mythe est lui-même une pensée. Il fait présent au monde d'une idée sous la forme non d'un concept, mais d'une suite de faits, d'actions et de souffrances. Un philosophe opposerait à Wagner quelque chose d'apparemment semblable, quoique complètement dénué d'image et d'action. Quelque chose qui ne nous parviendrait que sous la forme d'idées. Avec le philosophe d'un côté et Wagner de l'autre, on aurait alors représenté la même chose dans deux sphères incommensurables. L'une irait droit au peuple, l'autre ne conviendrait qu'à l'opposé du peuple, à savoir l'homme théorique. Eh bien, cher ami, en ce 13 juillet 1876, année bénie de l'ouverture du festival de Bayreuth, je peux dire à mon ami Nietzsche, votre livre est prodigieux. Où avez-vous donc appris tant de choses sur moi? Venez bientôt et préparez-vous par les répétitions à ce que vous allez ressentir. Je cours travailler à mon propre couronnement. Mais faites attention. J'ai aussi écrit dans cette même 4e inactuelle ceci. Il y eut dans la vie de Wagner une période, pour ainsi dire, pré-dramatique. On ne peut aborder son enfance et sa jeunesse sans rencontrer de nombreux problèmes. Citons par exemple un esprit d'inquiétude et d'irritation, une hâte nerveuse visant à s'emparer de 1000 choses, un plaisir passionné pour tout état d'âme exagérément exalté, voire maladif, de brusques retours spontanés qui le font sortir du silence et du recueillement le plus intime vers le bruit et la fureur. Ne reste-t-il rien chez Wagner de ce romantisme primordial? Oui, mon cher ami, n'avez-vous pas encore en vous quelque chose comme un reste de ce qui vous retenait à la lisière du mythe plutôt qu'en son cœur? N'y a-t-il pas dans Bayreuth même quelque chose de froidement officiel, d'exagérément calculé et pensé pour que votre gloire devienne le pansement de votre agitation intérieure? Oui, il y a toujours une adolescence du génie. Mais le vrai Bayreuth, celui du drame musical, m'attend. Il n'a pas compris. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ça n'est pas écrit dans son rôle de comédien. Le rôle de Wagner tel que le joue Richard ou le contraire. Pourtant, quand je pense à ce que j'ai osé dans le livre que je lui ai consacré, j'ai le vertige après coup. Je me sens confus et je me dis que j'ai, comme dans la ballade, le cavalier et le lac de Constance, chevauché longuement la glace, sans savoir qu'ainsi je traversais le lac. Vous vous souvenez? Non? Le chevalier demande à un paysan où est le lac. Le paysan lui dit qu'il vient de le traverser. Alors, le chevalier tombe mort d'émotion, comme s'il se noyait après coup. Je suis, moi aussi, un peu noyé dans Wagner, ou lui est noyé en moi. Comment a-t-il pu interpréter de travers des passages comme celui-ci? L'individu doit être transformé en un vivant strictement impersonnel.
Voilà ce que se propose la tragédie. Elle veut que l'individu désapprenne l'épouvante qu'inspire à chacun la mort et le temps. Et qu'il sache en revanche que dans le moment le plus fugitif de son existence, il peut lui arriver une grâce de la vie bien supérieure à toute espèce de lutte et de souffrance. C'est là, oui, c'est là ce qui s'appelle être envahi par le sentiment tragique. Si toute l'humanité doit mourir un jour, et ce jour viendra, sans aucun doute, son but, la mission qui doit être la sienne pour le temps qui lui reste, c'est de s'unir, de se fondre en une seule communauté afin de pouvoir marcher au-devant de sa ruine imminente comme un ensemble animé du sentiment tragique. Nous sommes, Wagner et moi, juchés sur l'entente d'une mésentente. Novembre 1876. Nous sommes en Italie. J'ai rencontré Nietzsche, là-bas, dans cette terre de lumière. Rien à signaler. Sinon qu'il me fait l'effet d'un pauvre malheureux. Il se pourrait que ce soit notre dernière rencontre. Je suis en Italie. Mais maintenant, je n'en peux plus. Je veux vivre en bonne santé ou ne plus vivre. Le calme absolu, le bon air, les promenades, des chambres obscures, voilà ce que j'attends de ce pays. Devoir y voir ou y entendre quoi que ce soit me fait horreur. Cependant, j'y ai rencontré Wagner, mais c'est comme si ce n'avait rien été. J'ai eu dans la clarté italienne le sentiment que nous ne nous verrions plus jamais. La comédie Wagner est terminée. Fin de la scène 2. Scène 3, le renversement de perspective. Nous sommes au début de 1878. J'ai travaillé. J'ai écrit la première partie d'un livre qui a pour titre « Humain trop humain ». J'ai mis ma plus intime conviction sur les hommes et les choses. Pour la première fois, j'ai fait le tour de ma propre pensée. Et mes souffrances étaient telles que si je n'avais pas écrit ce livre, sans doute ne serais-je plus en vie. Bien sûr, je ne connais désormais personne, pas même cet homme-là, Richard Wagner, surtout pas lui, qui persiste à partager ma pensée. Cependant, je me sens comme un officier qui a pris d'assaut une forteresse. Il est gravement blessé, oui, mais il est en haut. Il déploie maintenant son drapeau, qui n'est celui de personne. Moi, non sans effort, j'ai achevé le texte, le poème de ce qui sera sans doute mon ultime chef-d'œuvre, Parsifal. J'y avais déjà travaillé il y a 20 ans. C'est vous dire à quel point ce mythe est important pour moi. Son idée maîtresse est qu'au-delà du christianisme, doit venir un christianisme surpassé, un christianisme rédimé, dont la pitié soit l'affect principal. À la fin de ce drame sacré est prononcée une sentence capitale. Rédemption au Rédempteur. Il me semblait bien, en vous lisant, que tout ça est bien trop limité, encerclé, annulé par des barrières chrétiennes. Je veux écrire, moi, un antéchrist. Et j'y ferai le procès impitoyable de la pitié. La pitié n'est rien que l'action du nihilisme. C'est un instinct dépressif
et contagieux qui fait barrage à tous les instincts qui vont dans le sens d'une conservation et d'une valorisation de la vie. La pitié, la compassion, la charité chrétienne sont les multiplicateurs de la misère et les conservateurs de tout misérable. Pitié, compassion, charité sont les instruments principaux d'une accélération de la décadence. La pitié milite pour la cause du néant. Eh bien, vous méritez que je vous dédicace Parsifal. Vous en avez clairement besoin. Et voici ce que je vous dirai. Avec les vœux et les salutations les plus affectueuses à son fidèle ami Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, conseiller ecclésiastique, avec prière de communiquer au professeur Overbeck. Et moi, je vous dédicace humain trop humain, au maître, à la maîtresse, ravi de son nouvel enfant, Friedrich, l'esprit libre, le cœur joyeux, expédie depuis Bâle ses saluts cordiaux. Il désire que, plein d'émotions et plein d'attention, ils imposent la bénédiction de leurs mains sur cet enfant. Verront-ils qu'il tient de son père jusqu'aux moustaches? Comment savoir? Et l'enfant gambadera sur 2 ou 4 pattes, partout dans le grand monde, où il désirera venir à la lumière des montagnes et faire des bonds comme un chevreau qui vient de naître. Quels que soient les avatars de sa vie terrestre, il veut plaire, le bambin, mais pas à la foule, à 15 personnes, et que les millions d'autres le moquent ou lui crient dessus, c'est ce qu'il veut aussi. Mais qu'au moins, avant son envol dans le monde, l'aveugle amitié du maître le voie et le bénisse, et que soit avec lui, dans sa marche, la profonde sagesse de la maîtresse. Un peu de sérieux maintenant. Je veux maintenant, mesdames et messieurs, vous faire entendre l'ouverture de mon ultime chef-d'œuvre, Parsifal. J'y travaille depuis de longues années, dans mon Lohengrin. Il y a presque 30 ans, je faisais déjà dire au héros, dans le magnifique moment où il dévoile enfin son identité, « Mon père Parsifal à la couronne !» Mais en allemand, hein. Et depuis, vous vous prenez les pieds dans le tapis des boursouflures. Et d'abord, une question. Vous dites que Parsifal est le père de Lohengrin. Mais avec quelle femme a-t-il fait ce rejeton? Le pur Parsifal, le puceau au grand cœur, le chaste folle, comme vous le nommez dans votre opéra chrétien. Lui, ce Parsifal, qui a refusé avec horreur de coucher avec la belle Kundry, avec qui a-t-il fabriqué son fils Lohengrin? Ça n'est pas clair, mon cher Wagner, pas clair du tout. Voyez-vous ça, hein? Et le petit Nietzsche, qui n'a attiré l'attention sur lui que parce qu'il a parlé de moi, parce qu'il a été dans mon entourage, parce qu'il a écrit de beaux éloges de moi, que mon œuvre lui avait dicté. Peut-on savoir ce qu'il est devenu? Peut-on savoir aussi quelle belle femme il a séduite, qu'on puisse comparer à ma Cosima, ma femme Cosima? Elle lui plaisait, Cosima. Il l'appelait dans ses lettres la maîtresse, l'épouse vénérée du maître. Il a écrit ceci, je le cite, « Madame Cosima Wagner est de loin la nature la plus noble. » Mais avec ses basses flatteries, il ne risquait pas de la séduire, ma Cosima, ma femme, le petit jeune homme. Il a fini par l'appeler en rêve Ariane. Faute de la posséder, il s'est imaginé qu'il était le seul à la comprendre sous le nom d'Ariane. Il se prenait pour le Thésée de cette Ariane, parce que lui seul, le petit Nietzsche, était né dans un labyrinthe.
Vous voyez jusqu'où allait son délire. À peine se séparait-il de moi, dès 1877, qu'il s'est mis à écrire de folles ratiocinations. Il a commencé à croire qu'il était un prophète oriental. Et il s'est déguisé en un Zarathustra de pacotille. Zarathustra de la pacotille. Mais il t'a percé à jour, toi, le vieil enchanteur. Il a dit de façon superbe ce qu'il fallait penser de toi. Et même ce que tu devrais, toi, Wagner, penser de toi-même. Le nommer Wagner, et des Wagnériens, et plus encore des Wagnériennes. Écoutez, l'enchanteur Wagner et Zarathustra discutaient ici à Tournai. Écoutez, Zarathustra jugeait impartialement Wagner. Ô Zarathustra, dit l'enchanteur, c'est-à-dire toi, Wagner, je suis là de tout cela. J'ai le dégoût de mes artifices. Je ne suis pas grand. À quoi bon le feindre? Mais tu le sais, je cherche la grandeur. Cela te fait honneur, dit Zarathustra, d'un air sombre, abaissant et détournant le regard. Chercher la grandeur, cela te fait honneur, mais aussi cela te trahit. Tu n'es pas grand. Vieil enchanteur sinistre, ce que tu as de meilleur et de plus honnête en toi, ce que je respecte en toi, c'est que tu t'es lassé de toi-même et que tu as déclaré « Je ne suis pas le plus grand. En cela, je t'honore. » Et en cela, tu es bien réellement le pénitent de l'esprit, ne fût-ce que le temps d'un souffle ou d'un clin d'œil. Dans cet instant, tu as été vrai. Alors, consentiras-tu à avouer ici à Tournai que tu n'es pas le plus grand et que peut-être même tu n'es qu'un enchanteur sans grandeur? L'œuvre seule dit qui est grand et qui ne l'est pas. L'œuvre seule a été l'enjeu, le but, la mesure de ma vie. Ma vie plus accidentée, plus riche, entre les barricades de Dresde, l'errance, les complots parisiens contre mon opéra, l'imposition de ma nouveauté, que ne l'a été celle de Nietzsche, ce petit professeur de philologie à l'université de Bâle, qu'on joue immédiatement pour mesurer ma grandeur contre la calomnie nietzschéenne, l'ouverture de Parsifal. Ah, mon cher Wagner, oui, Parsifal est votre plus grand chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre de quoi? Parsifal gardera sa place dans l'histoire de la séduction. Parsifal est un coup de génie dans l'art de séduire. Le raffinement dans l'alliance de la beauté et de la maladie va bien plus loin que dans tous les débuts de l'art wagnérien. Jamais il n'y eut plus grand maître en matière de parfums lourds et hiératiques. Jamais de meilleur connaisseur de tous les infimes infinis. Parsifal, c'est le lent chariot musical des senteurs décadentes. Que l'œuvre de mon génie et elle seule tranche le litige.
à entendre ce début sirupeux qui se veut sacré, mais n'est qu'aguichant, que vénéneux, que vilainement séducteur. Comment ne pas avoir la haine la plus profonde pour la répugnante sexualité de la musique wagnérienne? La seule chose qui compte pour Wagner, c'est l'effet. Et l'effet est avant tout une question de sonorité, de timbre. Seul importe pour Wagner la couleur du son. La nature exacte de ce son importe peu. Seul le timbre importe. Dans le timbre, soyons singuliers jusqu'à la manie. Plus nos timbres seront bizarres, plus on nous trouvera du génie. Brandissons à l'orchestre la foudre et le tonnerre, mais aussi bien la caresse décadente, le frisson du baiser, l'étoffe du vêtement des femmes. Un seul impératif, agacer les nerfs.
Wagner n'est admirable, n'est aimable que dans l'infime trouvaille, dans l'invention du détail. Sur ce plan, il est un maître. Il est notre plus grand miniaturiste de la musique. Ah, le vieux sorcier, Klingsor de tous les Klingsor. Comme avec sa musique ensorcelante, il nous fait la guerre, à nous, les esprits libres. Comme avec ses accents de sirène, il sait plier à sa guise toutes les lâchetés de l'âme moderne. Il faut être un cynique pour ne pas être séduit. Il faut savoir mordre pour ne pas tomber en adoration. Vieil enchanteur, vieux séducteur, c'est moi, le cynique qui t'en avertit, Kawe Kanem. Prends garde aux chiens libres et qui sait mordre,
prends garde à Nietzsche qui s'apprête à casser en deux l'histoire du monde. Nietzsche. Ouais. Ben, c'est fini, mon petit. J'ai oublié. Nietzsche, mon petit, c'est fini. Merci. Il faut qu'on retourne en Allemagne. Toi et moi. On doit y dormir pour toujours. Le TGV pour Berlin via Bruxelles nous attend. Décidément, avec vous, nul ne s'en sort, pas même vous. Dans un siècle ou deux, on vous jouera toujours, oui, même en Chine. Mais on vous présentera comme un vulgaire antisémite. Ce que vous étiez, après tout. Et moi, vous verrez, on finira par dire que je suis un philosophe. On me dira toujours, oui, on me commentera, mais dans 2 siècles, on enseignera partout comme si cela était un grandiose résumé de ce que j'ai pensé, ma sentence la plus absurde, vous la connaissez tous, deviens qui tu es, une ânerie. Car c'est le devenir qui seul existe. Comment pourrait-il avoir l'être comme but ? Mais c'est comme ça, souvent, le retour éternel des âneries. Retournons donc éternellement en Allemagne. Je viens, maître vénéré, à la gare. À la gare. Retournons. Attention.